Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir. La course à la magistrature suprême au Congo-Brazzaville est déjà lancée pour mars 2021. Denis Sassou Nguesso venait d'être investi par son parti, le Parti congolais du travail, pour concourir à un nouveau mandat présidentiel. L'homme, comme vous le savez, cumule 36 ans de pouvoir sans partage. Être candidat pour un nouveau mandat présidentiel, oui, mais pour quel bilan d'abord de ce mandat qui s'achève? Voilà qui nous intéresse aujourd'hui. Avec moi sur ce plateau, Roch Eloge Nzobo, le coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et de développement. Avec lui, nous allons parler de son rapport qu'il a dressé sur le bilan du dernier mandat de Denis Sassou Nguesso. Bonjour, Roch. Bonjour. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter ton organisation, ton ONG? C'est une ONG, une association ou un cercle de réflexion? En fait, le Cercle des droits de l'homme et du développement, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui travaille pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Et spécifiquement, les questions liées à la démocratie, aux droits des peuples autochtones, si bien que finalement nous arrivons même parfois à travailler sur les questions de gouvernance forestière. Et donc, mais en tout cas, nous faisons l'assistance juridique également. Avant de continuer, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que l'image qu'ils ont en arrière-plan, il s'agit de mademoiselle Gaëlle Ndongo qui a été enlevée chez elle le 1er janvier 2021 à 1h jusqu'à aujourd'hui. Elle est portée disparue. Roch, dis-moi, 77 ans d'âge, 36 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso a été encore investi, comme je l'ai dit, d'entrée du jeu. C'était d'ailleurs le 8 janvier dernier, par son parti, sans sa présence cette fois-ci curieusement d'ailleurs. Alors donc il va prendre part à l'élection présidentielle de mars 2021. Est-ce pour toi une surprise? Ben non, tous les observateurs de la vie politique du Congo n'ont pas été surpris. Tout le monde savait que le PCT allait toujours investir comme candidat. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'il y avait eu ce changement de la Constitution. C'est pour que le même candidat revienne. Donc, ça n'a pas été une surprise pour nous. On s'y attendait. Mais est-ce que tu penses que c'est une candidature, sinon il est en train de concourir à un mandat de trop, ou bien c'est normal, c'est naturel, puisque la Constitution du 25 octobre 2015 le lui autorise? Oui, en tant que citoyen, vous savez que d'abord, je suis un défenseur des droits humains et le droit de dire et d'être élu, c'est un droit de l'homme. Donc, en tant que citoyen, il a bien le droit de concourir. Mais du point de vue politique, par rapport à la réalité du terrain, je pense que c'est un mandat de trop. Étant donné qu'il a un bilan qui est catastrophique sur plusieurs points, plusieurs aspects, il serait quand même intéressant qu'il y ait une certaine alternance. Hein. Peu importe la personne qui va concourir, mais je pense qu'il a déjà eu le temps de faire ses preuves et malheureusement, ça n'a pas été positif pour nous en tant que défenseurs des droits humains. Et nous estimons que c'est un mandat de trop. Et lorsque vous dites mandat présidentiel, en fait, vous faites allusion au tout dernier mandat qui s'achève. Sur quel élément vous vous basez pour dire que c'est un mandat catastrophique? Quels sont les éléments qui vous permettent d'apprécier? Vous savez, lorsque nous regardons le contexte, le paysage congolais, quand vous prenez allons seulement sur les aspects économiques d'abord. Je ne connais pas les montants parce que je ne suis pas un économiste, mais vous constaterez qu'aujourd'hui, les retraités sont en train d'accuser des mois et des mois de non-paiement de leur pension.
Je me demande si dans 10 ans, tel que nous sommes en train d'aller, la pension existera encore au Congo. Les étudiants n'en parlent même plus. Ils ont essayé de manifester, bon, on les a intimidés et puis plus rien. Il n'y a plus de bourse des étudiants depuis plus d'une année, peut-être 2 ans. On ne paye plus les étudiants. On nous parle d'une dette, la fameuse dette cachée. Je ne peux pas vous dire le montant, plus la dette est cachée. Nous avons eu... Les excédents budgétaires. Oui, et puis il y a eu non seulement des excédents budgétaires, mais le fonds des générations futures. 14 000 milliards qui se sont évaporés, vous voyez. Et aujourd'hui, la population est en train... C'est une paupérisation. Le Congolais ne vit plus... quand vous regardez tout ce qu'on attendait de l'État, il n'y a plus rien. Les retraités aujourd'hui sont devenus des personnes vraiment comme si ces personnes n'ont pas travaillé. Et ça, c'est dommage. Et de la même manière, quand nous étions à l'université, nous avons été à l'école, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont des enfants de l'État. À l'époque, au lycée, il y avait des bourses. C'est toutes ces personnes qui sont aujourd'hui aux affaires, la plupart, ils ont été dans les internats, logés dans les internats. Mais est-ce que vous imaginez au Congo combien d'internats il y a encore? C'est même un leurre, on n'imagine pas. Moi, j'avais mon ami, à l'époque, j'ai étudié au lycée de la Pont-Rouge. Il y avait des gens qui n'avaient pas de parents ici à Brazzaville, qui allaient à la cantine. Il y avait une cantine au lycée de la Pont-Rouge. Et moi, il m'est arrivé parfois d'aller manger là-bas avec mon ami. Mais ça, quand vous y pensez, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le Congo a beaucoup régressé du point de vue économique, et ça a un impact même sur l'éducation. Parce que la plupart des élèves qui ont le bac dans les départements, puisqu'il faut venir à Brazzaville, mais il n'y a pas de parents, il n'y a pas de bourse, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à la maison. Il y en a plusieurs maintenant qui restent avec leur bourse, leur bac dans les villages qui ne peuvent pas avancer. Mais si vous voulez tuer un pays, commencez par tuer l'éducation. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et malheureusement, le phénomène de la corruption est venu également gangréner tout ce système. Le concours d'État aujourd'hui, pour y accéder, si tu ne vas pas trouver un moyen autre que l'intelligence, tu passes pas. Même à l'université Marien Ngouabi, tout le monde l'écrit. Dans certaines facultés, le phénomène de corruption et tout. Donc, ça mine le niveau même de l'éducation. Et tout ça, ça fait partie de ce bilan. Quand vous allez à les questions, vous voyez les questions de santé, les hôpitaux là, mais si vous y allez, c'est juste pour qu'on fasse un papier, hein, d'ordonnance. On avait dit que la césarienne est gratuite. Moi, j'ai vécu ce problème de la césarienne. Avant même qu'on commence à toucher le patient, on vous présente une facture de 125 000 de médicaments. Ensuite, vous devez on vous présente une facture de 125 000. Qui vous présente la facture? C'est un devis. L'hôpital ou bien le médecin? Mais c'est le médecin qui vous reçoit, qui vous dit, voilà le devis des médicaments, 125 000. Ensuite, vous devez payer les chirurgiens. Ils sont 3. On vous dit il faut donner 20 000 francs par chirurgien, puisqu'il y a un anesthésiste, un chirurgien et puis son assistant. Vous devez payer les 60 000 francs avant qu'on ne commence par opérer. Et quand le bébé sort, l'infirmière qui reçoit le bébé pour l'amener dans la salle, là, il faut lui donner 2 000 francs pour qu'elle nettoie le bébé. Et ça, le reste, imaginez la suite. Mais on dit que la césarienne est gratuite. C'est vraiment dommage. Je crois que le président de la République, c'est quand même l'une des personnes les mieux informées du Congo. Tout ce phénomène ne peut pas lui échapper. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre la corruption? C'est un réel problème. L'État est en train de laisser passer, de laisser la corruption gangréner tous les domaines d'activité. Et je crois que ce bilan-là, il faudrait bien qu'il nous fasse ce bilan pour dire voilà la situation au Congo sur la question de la santé, l'éducation. Peut-être que j'ai failli ici, j'ai failli là. Maintenant, voilà ce que je propose. On est quand même dans un État dit démocratique, État des droits. Si on doit venir se présenter pour dire que voilà, j'ai une vision pour le pays, mais faisons d'abord un état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cette conviction, vous êtes convaincu que le Congo est vraiment un état de droit? Non, mais c'est ce qui s'est dit. Vous savez, le problème du Congo, c'est que nous avons proclamé la démocratie à l'issue de la conférence nationale. Mais la démocratie ne se proclame pas, elle ne se décrète pas. C'est comme lorsque je vais parler de la question de l'opposition.
On ne décrète pas l'opposition. La démocratie, c'est une culture, c'est un état d'esprit. C'est un processus. Nous avons eu la chance que lorsque on est allé à la conférence nationale, il y avait déjà des modèles et il y avait aussi des textes internationaux auxquels nous avions adhéré. Mais ce n'est pas comme les Français, les Américains, qui ont dû passer par plusieurs étapes, des révolutions et ainsi de suite pour arriver à ce niveau. Nous avons bénéficié de ce qu'ils avaient déjà fait. À partir de 1992, on avait pris un bon départ à l'issue de la conférence nationale. Le problème du Congo, ce n'est pas seulement les politiques, c'est même la société. Parce que nous avons toujours en tête peut-être cette culture africaine où il y a le culte du chef. Vous savez, le chef de famille, on ne le change pas dans notre culture. Et on veut transposer cela dans le système démocratique. Nous avons proclamé la démocratie. Heureusement, tant bien que mal, nous avons l'avantage le Congo d'avoir ratifié presque tous les textes internationaux qui sont liés à la démocratie et aux droits humains. Ce qui veut dire que nous sommes liés à ces textes. Vous voyez que même dans nos constitutions, dans le préambule, on cite la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, nous sommes liés. Comme vous êtes en train de le dire, Roch, oui, le Congo est parmi ces pays qui a eu à signer pratiquement tous les textes internationaux, très intéressants d'ailleurs, mais qui, dans la pratique des faits, est un des pays qui, finalement, viole tous ces textes. Exactement. C'est pour ça que je disais que nous avons proclamé, mais dans la pratique, nous sommes encore loin. Et nous avons même régressé. C'est-à-dire que je regrette aujourd'hui l'idéal que nous avions, parce que quand nous avons commencé le mouvement de défense des droits humains, on était très enthousiaste et optimiste. On se disait que le Congo, c'est fini, nous allons aller vers la démocratie. Mais après le coup d'arrêt de 1997, nous avons reculé. C'est un rétro-pédalage où aujourd'hui nous avons le record d'être le pays où il y a 2 anciens candidats aux élections présidentielles en prison. C'est un indicateur. Nous avons complètement régressé. Et c'est pour cela que je disais que la candidature du président de la République, elle est de trop. Au niveau des libertés, des droits humains, les libertés de manifestation, elles ont été complètement étouffées. Et tenez-vous bien que bientôt, lorsque nous allons approcher la période des élections, ne soyez pas surpris qu'on nous coupe encore l'Internet. Il y a les associations politiques, les partis politiques affiliés au pouvoir en place qui mènent déjà leur campagne électorale pour la présidentielle de mars prochain. Est-ce que les autres partis, notamment ceux de l'opposition, aussi ont la possibilité de battre déjà campagne ou de se retrouver, de se réunir? Est-ce qu'on le leur permet? Tant que la campagne ne sera pas lancée officiellement, je ne vois pas comment on va leur laisser cette possibilité. C'est ça la réalité. Et en plus, vous savez, bon, moi je ne crois pas du tout à l'équité de cette élection. Pour moi, c'est une formalité. Parce que tout ce que la société civile avait demandé afin que nous ayons des élections équitables, transparentes, n'a pas été reçu. Nous avons cette commission électorale qui presque n'a pas de pouvoir, qui vient juste pour exécuter des activités de scrutin, en réalité. Mais en amont, qu'est-ce qu'elle fait, la commission électorale? Et en aval, qui vient publier les résultats? Vous voyez? Donc, cette commission n'a pas le pouvoir. Elle n'est pas... Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a d'indépendant, mais le recensement en lui-même est bon. Et en combien de jours, on nous a dit on va faire, comment on appelle ça, ils ont dit qu'ils vont faire une révision extraordinaire des listes. Une révision, voilà. Est-ce que vous croyez, si vous voulez obliger les citoyens congolais à ne pas aller se faire enregistrer, demandez-leur de venir à la mairie, comme ils avaient fait la dernière fois. On a demandé à la population d'aller se faire enregistrer à la mairie. Mais les agents recenseurs sont là, ils sont payés pour ça. Au Congo, il y a des fonctionnaires. Avant, comment on faisait pour faire le recensement? Et en plus, même maintenant, là, si on fait cette révision extraordinaire, pas extraordinaire, comment on peut faire humainement pour recenser tous les Congolais en si peu de temps et constituer le fichier fiable? Mais surtout avec la pandémie et le reste des mesures contre la propagation du virus. Oui, mais ça encore, c'est une autre histoire. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de la peine quand je vois les informations sur la situation dans les pays européens, Amérique et asiatiques.
Et cette pandémie, elle est terrible. Mais chez nous, ici au Congo, je pense qu'on exagère. Aujourd'hui, le cancer ou le paludisme tue plus que la COVID-19. Pourquoi on nous rabâche tout le temps, hein, on est en train de traumatiser les Congolais. On veut copier tout simplement ce qui se passe en Europe, alors que la réalité chez nous est autre. Je ne nie pas l'existence de la maladie, mais la gravité telle qu'on dit du coronavirus au Congo, moi j'aurais bien souhaité qu'on trouve un vaccin contre le palu, ou bien qu'on donne des traitements gratuits contre le cancer au Congo, que de maintenir les gens comme ça, avec des couvre-feux qui ne sont pas productifs. Quelle est l'efficacité de ce couvre-feu par rapport à la maladie? Est-ce qu'on a une autre... Parce que les libertés sont en train d'être restreintes sous prétexte de la COVID-19. Et tous les dons qu'ils reçoivent, comment ces dons sont gérés? Tous les fonds qu'ils ont constitués, toujours on revient sur la même question de la redevabilité. On a dit qu'ils prennent des mesures, des décisions avec comment on appelle ça, des mesures d'accompagnement. Bon, voilà, les samedis, dimanches, et puis il y avait des jours, on ne va pas faire le marché parce qu'on devait désinfecter les marchés. Mais là où j'habite, depuis le mois de mars, on n'est jamais venu désinfecter. Pourtant, ces jours-là, on interdit aux gens de vendre. Vous ne vendez pas, mais on ne vient pas désinfecter. Et on a dit que, comme il y a eu confinement, on va trouver des allocations pour les personnes vulnérables. Et ils le font sur la base d'un fichier, d'un projet, le projet Lisungi. Le projet Lisungi, au départ, qui avait été élaboré pour porter l'appui justement aux personnes pauvres, les personnes démunies. Mais ce ne sont pas les personnes vulnérables par rapport aux mesures de la COVID. Vous pouvez entrer dans la maison d'un chauffeur de taxi, par exemple, qui est resté pendant un mois sans travailler. Mais vous allez trouver chez lui, il a un salon en cuir, il a un congélateur. Mais les critères qui avaient été établis au départ par les Sunnis pour identifier les personnes pauvres, c'est que cette personne ne peut pas avoir un salon en cuir. Vous voyez? Donc, ils ont pris le fichier de l'Issungui comme si le gouvernement n'est pas capable d'avoir des statistiques pour identifier les personnes vulnérables. Il y a eu beaucoup de personnes vulnérables qui ont souffert de la COVID-19. Ce sont beaucoup d'abord les transporteurs, les tenants des restaurants et des petits bars. Vous savez, tous ceux qui sont dans le secteur informel, ils ont beaucoup souffert et il y a eu des mesures. Dans d'autres pays, il y a eu des allocations. Chez nous, on a dit, bon, 50 000. Mais même ces 50 000 ont été attribués à qui? Est-ce qu'il y a eu une évaluation? Mais pourtant, dans ce sens-là, puisque vous en parlez, le gouvernement avait promis d'accompagner ces entreprises qui prendraient le coup sur ces mesures contre la Covid. Jusqu'alors, ces entreprises se plaignent. Quelles sont celles qui ont été sélectionnées? Quelles sont celles qui ont reçu ces dotations? Ça, c'est un autre problème. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus au niveau des citoyens. Parce que moi, je vis avec les populations. Moi, je parle pour les communautés, les populations. Les chauffeurs de taxi, les contrôleurs des bus, ceux qui font les brochettes. Vous savez, par exemple, à la Saint-Sylvestre, on dit le 25 décembre, confinement, donc personne ne sort. Vous êtes chez vous. Le 31 janvier et le 1er janvier, pareil, avec des couvre-feux en plus. Vous savez que moi, j'ai un frère qui est photographe. Et par expérience, je sais que les photographes, entre le 24 décembre et le 1er janvier, il fait une recette parfois qu'il peut faire en 3 mois. Ça, ce sont des personnes, justement, vulnérables. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux par rapport à toutes ces restrictions? C'est de cela que moi, je pense que le gouvernement a failli. Et on nous rabâche trop de choses sur la COVID-19. La maladie existe, certes, mais chez nous, on en rajoute. Et on est en train de priver les citoyens des libertés sans mesure d'accompagnement. Un des rapports de l'ONU présentait le Congo comme étant un pays où il y avait plus de 70% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Or, le seuil de pauvreté, c'est pratiquement $1. Donc, chez nous, on parlerait moins de 600 francs CFA. Donc, ça veut dire que 70% de la population congolaise est misérable et donc une population démunie. Mais tel que vous êtes en train d'expliquer, est-ce que vous avez eu quand même la possibilité de suivre ou, disons, la gestion des dons qui ont été apportés au gouvernement lors des premiers instants de la Covid, où les gens étaient appelés à soutenir l'État? On a vu les dons, on nous a présenté ça à la télé.
Mais après, tout a disparu, plus personne ne sait par où sont passés ces dons. Vous n'avez pas eu cette possibilité de suivre Non, l'affaire? malheureusement, le gouvernement a le devoir de rendre public la gestion non seulement des dons, mais même des fonds qui sont reçus. C'est-à-dire que pas seulement du matériel. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les cache-nez là, médicales là, Les masques, les masques là. Nous voyons les masques partout en vente dans la rue. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Justement, quand il n'y a pas de transparence, ça commence à engendrer des suspicions. Le gouvernement n'a jamais rendu compte. Dans votre mission, vous avez aussi la possibilité soit d'intenter des procès contre des personnes supposées être accusées dans des affaires de corruption. Or, tout le temps, nous suivons dans les médias étrangers des scandales de corruption où certains noms reviennent tout le temps. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Au niveau de la société civile, nous avons le devoir de mémoire, le devoir de sensibiliser la population sur les aspects de lutte contre la corruption. C'est vrai que au niveau des tribunaux, ces procédures sont très complexes, et notamment parce qu'il y a une question d'accès à l'information. Parce que les affaires de corruption, on ne peut les évoquer que lorsque vous avez les arguments pour être capable de les présenter devant... Pourquoi ne pas se rapprocher des organisations internationales qui travaillent là-dessus? Oui. Mais le problème, c'est que ces organisations sont à l'étranger. Et quand vous avez des affaires qui sont devant les tribunaux, il y a quand même le secret de l'instruction. Nous n'avons pas accès à ces dossiers. Mais ça ne veut pas dire que nous n'appuyons pas ces initiatives. Pour ce qui est de ma structure, lorsque je suis en face d'un cas de corruption, en tout cas, je le dénonce. Il suffit que j'ai les éléments pour être capable d'appuyer ma démarche. Roch, on va revenir sur naturellement la candidature de Denis Sassou Nguesso qui veut encore briguer un autre mandat alors que son dernier bilan n'est toujours pas encore présenté. Et vous pensez que Denis Sassou Nguesso peut encore proposer quelque chose aux Congolais après 36 ans de règne sans partage? Nous estimons qu'il aurait été souhaitable que le président de la République passe le relais à une autre personne, peut-être qui va venir avec un son nouveau, avec qui nous allons toujours continuer à échanger ensemble avec la société civile pour contribuer justement à ce que nous arrivions à cet état de droit, parce que c'est un processus. Nous sommes dans un processus. Quand on fait la comparaison entre le début de la démocratie, la proclamation de la démocratie, et aujourd'hui, nous avons reculé. Nous avons reculé en termes de liberté, en termes de démocratie. Donc, comme je disais, qu'il n'y a presque plus d'opposition au Congo. Et oui, ça veut dire quoi exactement? Lorsque vous dites qu'il n'y a plus d'opposition au Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus précis là-dessus? Mais nous n'avons pas une opposition qui est capable de poser les vrais problèmes. Et la plupart de ceux qui se proclament opposants sont en réalité des partenaires en fait, du gouvernement ou du parti au pouvoir. Par exemple, vous avez vu le fameux dialogue de Madjingo, mais ce n'était pas un dialogue, c'était une causerie de famille. Parce que tout ce monde, même ceux qui se proclament opposants, savaient pertinemment l'issue de cette rencontre. La plupart des opposants sont soit neutralisés, d'autres en prison ou bien en exil. Mais ceux qui sont restés là, il y en a quelques-uns, c'est vrai, qui sont toujours restés constants dans leur position, mais ils n'ont plus les moyens de travailler. Parce qu'on a créé les conditions pour affaiblir cette opposition. Mais les autres, ce sont tout simplement des collaborateurs et qui, finalement, font du cinéma. Quoi. Parce qu'on ne peut pas décréter un chef d'opposition avec des attributions et tout ça. C'est vrai que dans certains pays, il y a des exemples comme ça où ça existe, mais c'est très rare. Et puis, c'est des pays où il y a la culture démocratique est déjà bien établie. Mais ici, on ne peut pas accepter qu'un opposant soit nommé par décret. Ce n'est plus un opposant, finalement. Alors que vous parlez déjà des droits et libertés au Congo-Brazzaville, parlons-en un peu sur l'état des lieux, des prisonniers politiques.
des violations des droits de liberté. Le dernier mandat a été quand même un mandat beaucoup... Il y a eu le record, comme nous avons dit, d'avoir deux prisonniers politiques qui étaient candidats aux élections présidentielles. Je ne sais pas si en Afrique il existe encore ce genre de record. Je crois qu'on en a battu le record. Et il y a eu beaucoup de privations de liberté, notamment sous prétexte de couvre-feu. Depuis mars, le mois de mars 2020, nous sommes sous couvre-feu permanent. On ne fait que renouveler l'état d'urgence chaque fois. Et ça veut dire quoi? La liberté d'aller et de venir a été très, très bafouée, restreinte. Et il y a eu bon, je ne sais pas s'il faut parler. Moi, je n'aime pas trop parler de bavure. Ce sont des exactions commises par les forces de l'ordre, notamment les policiers et les gendarmes, où il y a eu des cas de mort d'hommes, sous prétexte d'appliquer ces mesures de lutte contre la COVID-19. Vous vous souvenez de la jeune fille qui avait été assassinée en Caï. Ce n'est que, comme on dit, la partie visible de l'iceberg. Il y a eu beaucoup d'exactions où on a attrapé les gens, on a fait marcher des gens à genoux, on a agenouillé des gens, giflé des personnes sur le goudron parce qu'ils avaient violé le... Une forme d'humiliation alors. C'est des traitements cruels, inhumains et dégradants. Cette année, ça a été une année très sombre sous le prétexte de cette maladie, de la COVID-19. On a presque mis les droits de l'homme entre parenthèses. En dehors de la gestion de la nouvelle pandémie, il y a eu évidemment des exécutions sommaires des jeunes dans les cellules de prison un peu partout. Et comment vous gérez toutes ces situations-là? Vous faites allusion à l'affaire de Chakona. Chakona, à Makelekele, il y a un jeune qui avait été arrêté, abattu. À Pointe-Noire, il y a eu des exécutions comme ça, mais tout ça orchestré par la police nationale qui, finalement, on a l'impression qu'elle a reçu l'ordre de tuer sans autre forme de procès. Des exécutions sommaires en public. Généralement, lorsque nous sommes informés de ce genre de situation, avec l'appui des familles, nous présentons l'affaire devant les tribunaux. C'est tout ce que nous, en tant que société civile, nous pouvons faire. Il y a eu des cas où les policiers ont été condamnés. Là, nous avons des services d'assistance juridique et judiciaire parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Tous ces policiers qui commettent ces actes, même si elles ont été commanditées, engagent leurs responsabilités. Il suffit que ces personnes soient identifiées. À ce moment-là, nous, en tant que citoyens, avec l'accord de la famille, nous engageons des actions contre ces personnes. Et pour votre information, il y a bien des cas de policiers qui ont été condamnés. Donc, on va terminer donc par cette question. Ce sont les observateurs internationaux. Je parle de la presse burkinabé qui pense que la candidature de Denis Sassou Nguesso, c'est une manière de prolonger la misère, la souffrance des Congolais. Oui, la souffrance, en tant que, puisque comme tantôt j'ai dit que le bilan est négatif, et ça veut dire que je ne vois pas comment est-ce que son nouveau mandat va venir nous mettre dans un certain optimisme quant au bien-être du Congolais. Nous aurons bien voulu qu'il y ait une alternance pour que nous soyons capables d'espérer encore qu'on peut peut-être repartir d'un bon pied. Donc, cette candidature, elle n'est pas, pour nous, elle est une candidature de trop. Et comment vous imaginez cette alternance dont vous parlez tout le temps? L'alternance démocratique, c'est un des principes de la démocratie. En démocratie, il ne peut pas y avoir des postes électifs à vie. Et donc, si dans ce principe, il y a même des traités, des textes auxquels le Congo est parti, ont émis ce principe de l'alternance, c'est justement pour permettre à tous les citoyens d'être capables de faire un choix à nouveau pour qu'il y ait d'autres aussi qui viennent encore travailler pour le pays. Un État de droit, un État démocratique ne peut pas être géré en permanence et pendant plusieurs décennies par les mêmes individus. Là, nous ne sommes plus en démocratie. C'est pour ça que je reviens sur cette alternance. Moi, mon problème, ce n'est pas tant l'individu, mais c'est le principe qui est là. Même si c'est le PCT qui désigne une autre personne, tant mieux. Mais il faut quand même qu'on nous amène quelque chose de nouveau. Parce que là, on n'est pas en train de respecter les principes de la démocratie, de l'alternance. Et d'ailleurs, si justement ce principe a été édicté, c'est justement pour lutter contre ce genre de situation où il y a l'usure du pouvoir. Avec l'usure du pouvoir,
On n'est plus capable de proposer des innovations. C'est difficile. On tourne en rond. Merci Eloge. Probablement que nous aurons sur ce plateau quelqu'un du pouvoir qui viendra défendre leur bilan, le tout dernier, bien entendu. Sinon, pourquoi pas pour les 36 ans de pouvoir, puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais présenté le bilan aux Congolais. Pour terminer, si vous n'étiez pas informé de l'arrestation cible enlèvement de la fille, de la demoiselle Gaëlle Ndonga, qu'aujourd'hui vous êtes informé, je ne vous ai pas posé cette question. Est-ce que vous étiez informé sur la situation de son enlèvement? Non, je n'avais pas cette information. Donc, nous allons vérifier et faire le suivi de cette affaire. Nous vous ferons parvenir les autres éléments d'information pour mener à bien votre mission. Et merci d'avoir répondu à nos questions, surtout à notre invitation. Notre plateau reste libre. Revenez quand vous le souhaiterez. Merci à vous, chers téléspectateurs aussi, qui nous avez consacré une fois de plus votre temps précieux. On se retrouve très prochainement. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Audio Jungle.